Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce lundi 3 août au Nigeria. Hier dimanche dans la soirée, l'armée du pays a annoncé avoir libéré 178 otages des islamistes armés de Boko Haram. Parmi eux figuraient 101 enfants et 67 femmes. Dans cette offensive menée vers Aulari, sur l'axe menant à Bama, dans l'état de Borno, l'armée nigériane a aussi annoncé avoir capturé un commandant de Boko Haram. Par ailleurs, l'armée a déclaré un peu plus tôt dimanche avoir mené des frappes aériennes sur le village de Bita, près de la forêt de Sambisa, une forêt où Boko Haram s'apprêtait à lancer une offensive. Plusieurs islamistes seraient morts. Et à noter que plus tôt cette semaine, l'armée avait déjà annoncé avoir libéré 30 otages près de Dikwa, puis 59 autres près de Kondouga. Et malheureusement, en parallèle, des attaques islamistes ont eu lieu ce week-end également. Dans l'état de Borno, ce sont 13 personnes qui ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche à Malari, où des maisons et des boutiques ont été incendiées. Samedi, plus au nord, la ville de Gambourou, située sur la frontière camerounaise, a aussi été attaquée. Restons en Afrique de l'Ouest. Au Mali, ce sont des militaires, cette fois-ci, qui ont été victimes d'une attaque. 2 soldats maliens ont été tués samedi et 4 autres blessés lors d'une embuscade près de la frontière avec la Mauritanie. Sans plus de précision sur les responsables, nous savons cependant que les assaillants étaient des hommes armés qui ont attaqué vers 15h locales et 15h GMT sur l'axe Diabali-Nampala, situé à 6 km de Toulé, la commune de Nampala, dans la région de Ségou. Selon le gouvernement malien, je cite, « Des poursuites ont aussitôt été engagées, du matériel d'armement léger a été récupéré ». Fin de citation. Si les attaques djihadistes ont d'abord longtemps été concentrées au nord du pays, depuis le début de l'année, elles se sont étendues vers le centre et depuis juin dans le sud, près des frontières ivoiriennes et burkinabées. Justice à présent, le procès de Julius Malema reprend ce lundi en Afrique du Sud. Après plusieurs reports depuis 2013, c'est à Polokwane que l'opposant populiste sud-africain doit comparaître aujourd'hui. Ce sont pas moins de 55 chefs d'accusation qui pèsent sur le dirigeant du parti de gauche radical EFF, ou combattant de la liberté économique, ainsi que sur ses 2 co-accusés. Outre l'implication supposée de Julius Malema dans une affaire de marché public truqué, les 3 hommes doivent notamment répondre de corruption, de racket ou encore de blanchiment d'argent via 2 sociétés, On Point Engineering et Propriété Guama. Le procès doit durer 6 semaines et si Julius Malema, qui est de plus en plus critiqué dans les rangs même de son parti, et ses 2 co-accusés sont reconnus coupables, il risque plusieurs années de prison. Justice toujours, mais au nord du continent à présent. Les 3 journalistes d'Al Jazeera ne seront pas fixés sur leur sort avant le 29 août prochain. Un tribunal égyptien vient en effet de reporter leur verdict dans leur nouveau procès. La première condamnation de l'Australien Peter Grest, du Canadien Mohamed Fahmy ainsi que de l'Égyptien Baher Mohamed à des peines allant de 7 à 10 ans de prison avait provoqué, vous en souvenez, un véritable tollé à l'international. Depuis, la Cour de cassation avait annulé les condamnations des journalistes et ordonné un nouveau procès. L'affaire avait débuté pendant la crise entre l'Égypte et le Qatar, après l'éviction en 2013 du président Mohamed Morsi par l'ancien chef de l'armée et président actuel Abdel Fattah al-Sisi. Les 3 journalistes de la chaîne de télévision qatari avaient alors été arrêtés en décembre 2013 pour avoir diffusé de fausses informations pour soutenir les frères musulmans, cette confrérie dont est issu Mohamed Morsi. Réaction de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera suite au report de ce nouveau verdict. Very frustrating, another adjournment. I believe this is the 10th adjournment. Ce nouveau report, le 10e, il me semble, est très frustrant. C'est une saga de longue date et ça ne s'arrête jamais. Nous sommes exaspérés et frustrés. Nous voulons simplement que justice soit faite et la justice ne cesse d'être différée. Justice différée n'est pas justice faite. C'est difficile de spéculer s'il s'agit là d'une question politique ou judiciaire. Le système de la justice a certainement déjà été problématique. Il y a tout d'abord eu un verdict, puis la Cour d'appel a annulé le verdict initial, disant qu'il était contradictoire et imparfait. Mais 8 mois plus tard, après que le verdict initial a été annulé, le problème n'a toujours pas été résolu.
L'Égypte ne devrait vouloir résoudre ce problème, dont les preuves ont toujours été annoncées comme étant contradictoires et imparfaites. Il n'y a aucune raison de garder ces journalistes en prison. Nous avons mené une campagne qui a suscité de l'intérêt dans le monde entier, des leaders mondiaux, les médias internationaux, des organisations des droits de l'homme et le public s'y sont intéressés. Nous avons fait tout notre possible pour donner voix à nos inquiétudes et pour réclamer que ces journalistes soient relâchés ou acquittés. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais la décision finale revient au Caire. Dans la Libye voisine, le CGN, ou Congrès général national, a déclaré samedi être prêt à reprendre le dialogue de paix. Ce parlement non reconnu par la communauté internationale et qui siège à Tripoli avait boycotté l'accord de paix proposé par les Nations Unies en juillet dernier. Le CGN, disposé donc à reprendre les négociations, souhaite cependant que certains amendements soient faits à l'accord signé entre l'ONU et les autres forces politiques du pays. Écoutez. Le Congrès est déterminé à poursuivre le dialogue et c'est ce que nous avons réaffirmé à la mission de l'ONU, mais cela doit être fait selon les conditions dont nous avons discuté. La signature de l'accord de paix le 11 juillet n'a été faite que par un seul parti et cela n'a mené à aucun résultat. Et ni la mission des Nations Unies ni les Libyens ne peuvent faire en sorte que cet accord produise des résultats. Une semaine après la visite du président américain Barack Obama au Kenya, la corruption dans le pays est aussi dans la ligne de mire du militant anticorruption et lanceur d'alerte John Gitongo. Selon lui, l'administration aujourd'hui en place est la plus rapace qu'ait jamais connue le pays. Corruption elle-même fustigée par M. Obama. Il y a quelques jours, un rapport officiel soulignait aussi le problème. Selon le vérificateur général du Kenya, Edward Uko, à peine 1% des dépenses du gouvernement répondent en effet aux règles comptables. Une corruption qui se serait intensifiée et étendue depuis l'arrivée au pouvoir du président Uhuru Kenyatta en 2013 selon lui. À titre d'exemple, toute une série de scandales révélés par les médias sur des affaires de marché public ou encore de foncier. Écoutons ces propos de John Gitongo, militant anticorruption. Cette administration ne va pas connaître qu'un seul Goldenberg ou qu'un Anglo Leasing. Nous en avons plusieurs qui se déroulent en même temps. Vous savez, en regardant le rapport du vérificateur général, il est clair que nous avons atteint un pillage d'une telle ampleur qui surpasse tout ce que nous avons pu connaître dans l'histoire du Kenya. Il y a aujourd'hui urgence et une grande motivation pour mobiliser d'importants moyens lors des prochaines élections. Devant un tel constat, dans un environnement permissif, allié à un gouvernement qui n'a aucune stratégie contre la corruption et qui n'en a jamais eu, et le fait que les élections approchent, la corruption au Kenya ne peut qu'empirer. Un mot de santé à présent avec cette très bonne nouvelle dans la lutte contre le virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé vendredi que le vaccin expérimental VSV-ZEBOV contre le virus Ebola était efficace à 100%. L'essai clinique avait été réalisé en Guinée sur plus de 4000 personnes. Au cours des 10 jours suivant son administration chez une personne non infectée et en contact avec des malades, aucune contamination n'a été observée. Un espoir alors que l'épidémie actuelle sévit, vous le savez, toujours en Sierra Leone et en Guinée depuis son apparition en décembre 2013 dans le pays et la mort de plus de 11 000 personnes au moins dans le monde. Santé toujours, mais dans le domaine du sport. Hier dimanche, une déclaration de l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, a fait grand bruit. L'AMA s'est dite très inquiète après les nouvelles accusations de dopage dans l'athlétisme qui ont été portées contre la Russie et le Kenya. Accusations révélées dans un documentaire de la chaîne de télévision publique allemande ARD et diffusé samedi après-midi. 3 semaines avant les mondiaux d'athlétisme de Pékin qui se tiendront du 22 au 30 août, les journalistes d'ARD accusent une nouvelle fois l'athlétisme russe que malgré les assurances des fonctionnaires russes en faveur d'un sport propre, les sportifs dopés et les instigateurs sont toujours protégés. Le documentaire évoque aussi une banque de données de 12 000 résultats d'analyse sanguine qui leur a été remise de façon anonyme. Et l'équipe de journalistes qui s'est également rendue au Kenya aurait aussi filmé en caméra cachée des injections de produits dopants dangereux.
Et alors que le président de l'AMA a ajouté qu'une enquête concernant l'athlétisme en Russie allait être élargie, eh bien Lamine Diack, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, a quant à lui mis en garde ce lundi contre une volonté de redistribution des médailles. Terminons ce flash information au Bénin. Le pays a célébré samedi dernier son 55e anniversaire d'indépendance. Un invité de marque a assisté au défilé militaire du 1er août. Il s'agit du chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari. Il est venu remercier son homologue béninois de son engagement à combattre Boko Haram. Romuald Vissot pour les détails. Tapis rouge pour le président nigérien à Cotonou. Muhammadu Buhari vient commémorer avec le peuple béninois le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Buhari est dans une démarche de remerciement des Béninois qui veulent l'aider à combattre Boko Haram dans son pays. Je le remercie pour la participation du Bénin très prochainement au régiment qui va être déployé pour mettre fin au régime, à la terreur de Boko Haram et l'empêcher de s'étendre dans la sous-région. Je remercie pour cela et je remercie également pour tout l'engagement qu'il a pris pour l'avenir du continent de la sous-région. La veille de cette commémoration de la fête de l'indépendance, le chef de l'État béninois a réaffirmé dans une adresse à la nation qu'il enverra 8000 militaires au sein de la force ayant pour mission de lutter contre les terroristes de Boko Haram. À côté de nous, Boko Haram frappe et frappe toujours. En plus des réponses militaires, notre pays propose la paix par un autre chemin, celui du dialogue interreligieux. Ensemble avec son hôte, le président béninois a assisté au défilé militaire. Bref, Boni Yayi a montré à Buhari les hommes dont il dispose pour faire la guerre à Boko Haram. Et voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 3 août. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.